Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau podcast. On est le mardi 9 décembre et je suis avec Chris Singleton. Salut Chris. Hello everybody. Hello Nico. Hello Chris. Reprise du podcast cette semaine et on va reparler d'un joueur qui va reprendre normalement aussi là dans quelques jours. Jeudi soir contre les Lakers, Victor Wembanyama qui a repris l'entraînement, qui est attendu a priori pour ce quart de finale de NBA Cup face à Los Angeles. Les Spurs qui sont toujours 5e de la conférence Ouest, 16 victoires, 7 défaites et qui ont un bilan plus que positif depuis l'absence de Victor. Son dernier match aux Français, c'était le 14 novembre. Ça fera quasiment un mois pour cette blessure au mollet. On avait parlé au départ de 2-3 semaines. Finalement, on va être sur un mois d'absence. Et sans lui, 8 victoires, 3 défaites. Est-ce que d'abord tu es surpris, Chris, par ces performances des Spurs sans Victor Wembanyama, avec un calendrier, je vais peut-être le rappeler, qui n'était pas si simple que ça quand même pour San Antonio sans Victor, puisqu'on a quand même joué pour les Spurs Atlanta, Phoenix, Portland, Denver, Minnesota, Orlando, Cleveland. Alors il y a des défaites dans ces équipes-là, mais tu as quand même des victoires à Denver et à Orlando qui sont assez significatives. Donc d'abord, on va adresser le politique des Spurs. Justement, on se demandait, mais où est-ce qu'il en est, Victor? Et effectivement, hier, on a eu les news qui s'entraînaient, qu'il allait pas tarder à revenir. Donc ça, c'est une bonne chose parce que quand tu as un joueur de cette valeur-là, tu le fais pas revenir avant qu'il est 101% prêt. Donc, apparemment, ça va se faire. Est-ce que je suis surpris? Déjà, je suis surpris des résultats avec Victor. C'était vraiment une surprise générale parce que rentrer dans les 4-5 premiers, qu'on les attendait vers le 9e, 10e place, se battre pour un play-in. Et je crois que c'était leur objectif en début de saison. C'est d'au moins être en play-in. Mais là, on voit que avec les performances de l'équipe, et effectivement, on voit que c'est vraiment solide, parce que quand Victor est sorti, on a dit on va voir, parce que là, vraiment, il rayonne, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais finalement, le retour de Fox correspond bien. Parce que lui, il a pris la relève d'une autre dimension, c'est-à-dire le petit meneur qui est scoreur, on savait ça. Mais c'est aussi tout ce qui est autour qui correspond très très bien. Coach Johnson a mis vraiment un jeu en place qui plaît à tout le monde, qui correspond aux qualités de tout le monde. Donc, oui, effectivement. Mais malgré tout cela, je suis surpris, oui. Les Spurs ont un meilleur bilan sans Victor Wembanyama qu'avec Victor. Du coup, je vais te poser... Non, je rigole, je vais pas te poser la question. Est-ce que les Spurs sont meilleurs sans Victor? Non, parce que ce qui marche parfois pour Trae Young ou pour des Banchero, évidemment, on l'entend moins quand c'est Victor. C'est dire à quel point parfois c'est dire la vacuité parfois un peu de ces questions. Oui, sans son meilleur joueur, on peut gagner des matchs. On est rarement plus fort sans l'un de ses meilleurs joueurs quand même. Quand ton meilleur joueur sort, on peut prendre l'exemple des Celtics. Tatum, on l'a dit, on nous a promis le catastrophe sans Tatum, sans Porzingis, sans Drew Holiday qui est parti. Mais Boston est dans le top 3. Voilà. Donc, moi, j'avais dit que Boston jouerait quelque chose cette saison. Ah, je t'assure. Top 8 facile, je l'avais dit. Je veux voir la vidéo. Moi, je ressortirai l'extrait. On va ressortir l'extrait. Non, franchement, moi, j'y croyais à Boston. Non, mais tout ça pour dire, il y a une réaction. Quand vous perdez votre meilleur joueur ou élément très important, tout le monde hausse le niveau, tout le monde dit, voilà, c'est une occasion de montrer que moi j'existe, que ce soit en haut du roster ou en bas. En bas, ça ouvre une porte du temps de jeu. Donc, c'est exactement ça ce qui est arrivé à Atlanta. Trae Young est sorti, Jalen Johnson, tout d'un coup, il devient l'option numéro 1, où il s'est procuré l'option numéro 1. Donc oui, effectivement, les Spurs, ils ont continué sur la base du basket de qualité. Je crois que c'est là qu'on doit focaliser. Oui, Victor est quelqu'un de très important. Oui, c'est le joueur de franchise. Mais autour, ils ont bâti intelligemment des joueurs de corps, des joueurs qui défendent, des joueurs qui ont un esprit. Et ils ont eu la bonne idée
de ne pas larguer Vassell et Johnson. Donc, et puis, il y a le Papy Barnes qui retourne, qui a de l'expérience, le voit de la raison. Comme moi, je suis ici à Bean. Donc... pas toujours. Voilà. En direct peut-être, mais pas après. Ouais. Donc voilà, non, mais pour les Spurs, non, mais c'est tout bonus parce que quand il va revenir, on va voir la qualité de jeu qu'ils sont capables de faire. Ça donne du crédit quand même à Mitch Johnson parce que c'est vrai que quand Victor se blesse, on peut se dire, bon, là... Ça y est, les complications commencent pour San Antonio. Et finalement, lui qui avait déjà été un peu tensé la saison dernière, finalement, je trouve qu'il ressort grandi de ce mois sans Victor Wembanyama parce que, en fait, c'est pas juste un coach à San Antonio qui a l'un des meilleurs futurs meilleurs joueurs du monde dans son effectif. C'est un coach qui peut faire tourner la boutique, même quand sa superstar est blessée. Et évidemment, oui, il y a les joueurs qui ont pris le relais, qui ont pris leurs responsabilités. Il y avait aussi pas Harper et Castle pendant longtemps, en même temps que l'absence de Victor. Et c'est là que De'Aaron Fox, mine de rien, il a montré aussi que ça pouvait être le patron de cette équipe quand il n'y a pas Victor, et même peut-être quand il y aura Victor, parce que ça peut être un serpent à deux têtes, comme on dit. De'Aaron Fox, il n'y avait pas Victor Wembanyama, lui, il a haussé son niveau de jeu, il a sorti des gros matchs, 25, 30, parfois plus de 30 points, et il a fait gagner San Antonio. Ouais, c'est-à-dire qu'à San Antonio, il y a de la sagesse partout, que ce soit les anciens joueurs qui gravitent autour du club, pour citer Ginobili, Duncan, Miss Johnson, qui était assis à côté un cerveau du basket, quand même. Il était une éponge. On voit sa façon de faire. Il est très low-key. Il est pas expansif. Moins que Greg Popovich. Moins que Greg Popovich. Peut-être ça sera différent plus tard. Mais il respire la tranquillité. Quand tu le vois coacher, quand tu entends pendant les temps morts, et ces jeunes joueurs, parmi les jeunes joueurs, des Harper et tout ça, Castle et tout ça, il se nourrit de ça, et même probablement Victor, il coexiste avec cet entraîneur. Tout le monde a l'air à 100% dans le projet. Et je répète encore une fois, il y a une telle quantité de sagesse autour, et donc ça se transmet sur le terrain, ça se transmet dans le coaching, et ça se transmet de la manière qu'on utilise ces informations-là. Donc oui, bravo Mitch Johnson. Pour les Spurs. San Antonio, en fait, ça progresse plus qu'attendu cette saison. Alors certes, parce qu'il y a des équipes qui déçoivent à l'Ouest, les Mavericks, dont on va reparler un peu plus tard, les Clippers, on peut parler aussi de Golden State, mais finalement, c'est pas juste Victor Wembanyama qui fait progresser cette équipe. Je pense que c'est juste toute cette équipe, en plus de Victor, qui a une marge de progression absolument sensationnelle. Et même les Keldon Johnson, ils sont capables en sortie de banc des fois sortir des performances dont on les soupçonnerait pas toujours, quoi. Ouais, et ça montre la raison est tout simple, c'est qu'ils n'ont pas sauté d'étape. San Antonio a construit logiquement. Quand tu vois, effectivement, le draft, ces deux dernières années, Castle, Harper, c'est des pièces, mais vraiment, c'est du branchement dans un jeu qui correspond à leur qualité. Et si on parlait un peu de Cornette, mais pareil, Luc Cornette, finalement, il était là pour ça aussi, quoi. Oui, non, mais on n'a pas pensé. On a dit, oui, ça sera une carte assurance. On va le prendre quand même, mais chaque fois qu'il met les pieds sur le terrain, et on regarde avec la blessure de Victor, lui et Kelly Olynyk, c'est des pièces, c'est des vétérans. Qui sont productifs, qui ont encore du basket, c'est propre, ça correspond tout à fait à la philosophie du basket des Spurs. Donc, le roster est solide. Il peut jouer à 9 à 10 joueurs. Donc, ils peuvent se permettre, même avec un Victor absent, de encore produire du jeu. La suite, c'est quoi pour San Antonio? Parce que là, tu es 5e de la conférence Ouest. T'es pas très loin de Denver, de Houston ou des Lakers. T'as un tout petit matelas sur Minnesota.
On peut imaginer les Spurs jouer les 3 premières places. Quand je dis les 3 premières places, jouer la 3e place de la conférence Ouest ou pas? Ou c'est trop optimiste? Non, mais je pense que déjà, pas être satisfait, mais déjà être content de la manière que la saison est en train de se passer. Ils sont à égalité même avec les Rockets. Ils sont pas loin en fait, ils sont carrément à égalité. Ils ont comme j'ai dit, ils ont quasiment le même bilan. La réussite des Spurs, ce n'est pas de sauter d'étape. Si tu commences à rêver autrement aujourd'hui, tu te plantes. Parce que si tu dis, tiens, regarde, on est 5e, on peut être 3e, on peut être 2e, donc tu déjoues. Tu joues au-dessus, tu vises quelque chose au-dessus peut-être de tes moyennes du jour, mais il faut laisser venir, il faut continuer à produire du bon basket, il faut gagner les matchs, il faut gagner plein de matchs serrés. Et voilà, c'est comme ça que tu arrives en haut, mais pas sauter d'étape, c'est le mot-clé. Ouais, pas sauter d'étape, mais je pense que s'il y a une porte qui s'entrouvre, si tu peux avoir au moins l'avantage du terrain au premier tour, et je pense que les Spurs, ils doivent foncer. Et c'est sûr que sur le papier, Denver, Houston, les Lakers, et encore les Lakers, on peut débattre. Intouchable. Mais je suis pas sûr que, tu vois, il y a énormément d'écart entre San Antonio et Los Angeles sur une saison régulière. Il faut respecter les choses, d'accord? Denver, c'est une équipe qui a gagné une bague. Eux, ils sont dans les 4 premiers depuis X temps. Je suis d'accord avec toi sur Denver. Donc, moins peut-être sur Houston et les Lakers. Ah, non, mais c'est pas vrai. Houston, t'as vu le roster qu'ils ont? Sont 82 matchs sur des matchs clés, quand la pression va monter. Chez Houston, il y a Kevin Durant, il y a des joueurs, il y a Sengun, il y a quand même des joueurs validés. Pour l'instant, les Spurs, ils ont plein de joueurs d'avenir. On va voir un jour, mais du qualité top 4, je suis pas d'accord. Ils sont pas encore... moi, j'aimerais bien les voir dans le top 4. Mais je vois pas de porte là, tout de suite, là. Je dis que c'est super ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et c'est même du bonus. C'est à prendre. Mais de rêver au-dessus... faut peut-être laisser les choses se faire. Mais écoute, on en verra à la fin de la saison. Moi, je pense qu'il n'y aura pas un écart énorme forcément entre les 4 premiers et la 5e place des Spurs. Si jamais, bien sûr, ils valident cette 5e place, parce qu'il faut quand même penser à Minnesota aussi, qui est pas loin. Tout ce qui est Phoenix, Golden State, Memphis, Portland, là, je cite les équipes qui suivent derrière. Fais gaffe. Je pense que San Antonio sera devant. La neige se fond en printemps. Ouais, ça c'est sûr. Mais enfin, il y a des équipes qui vont aussi baisser de rythme. Colin Gillespie, il sera peut-être pas à ce niveau-là non plus toute la saison pour Phoenix. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y avait un écart qui paraissait immense entre les 4 premiers actuellement de l'Ouest et le reste. Et je trouve qu'après un mois et demi de saison régulière, on voit que finalement, il y a des équipes qui déçoivent. Houston n'est pas aussi fort que ce qu'on pouvait penser, parce qu'il y a la blessure de Van Vliet en particulier, mais pas que. C'est une évidence. Et donc, je trouve qu'ils sont pas non plus à un univers de jouer. Sur une saison régulière, je ne te parle pas d'une série de playoffs, mais sur 82 matchs, je pense que San Antonio sera pas si loin. Ça sera une erreur d'essayer de sauter les étapes. Pour l'instant, s'ils sont à la fin de l'année dans le top 4, mais moi, je serai le premier à dire « mais bravo, c'est merveilleux ». Mais moi, je suis plus raisonnable. Je connais la jeunesse. Forcément, il va y avoir un moment ou un autre, un moment de moins bien. Je dis tout ce qui peut grappiller maintenant, il faut la prendre. Et puis on verra, parce que le tandem Fox-Wemby nous a promis le meilleur jeu à 2 en NBA. Et je suis d'accord, parce que les deux, ils sont inarrêtables sur du pick and pop, sur du pick et roulement vers le cercle. Si tu ne sors pas sur Fox, vous êtes mort, parce qu'il a le mid-range le plus létal de l'NBA. Mais wait and see. Wait and see. Je t'assure que si San Antonio finit top 4, tu vas m'entendre. Je te le rappellerai. Quelquefois, s'il finit top 4, je vais m'éloigner. S'ils sont plus loin, je t'invite plus et comme ça, je ne pourrai rien me dire comme ça. J'ai déjà 2-3 trucs sur la table comme ça avec Fred, les Raptors. Les Raptors, qu'est-ce qu'il disait Fred sur les Raptors? Il dit qu'ils allaient, que c'était super. Je lui dis, mais prends une photo maintenant. C'était il y a une semaine. Bien sûr. Et quand ils ont perdu 3 matchs de suite, oui, tu passes de 2e à 6e.
Ouais, c'est comme les Chicago Bears en NFL, pour ceux qui ont la référence. Qui perdent un match, tu passes du numéro 1 au numéro 7. Ja Morant à Miami, est-ce que ça serait une bonne idée ou pas? Pourquoi on pose la question? Parce que selon des médias très sérieux aux États-Unis, Miami aurait eu des discussions en interne sur l'opportunité ou pas, la faisabilité ou pas de faire venir Ja Morant. Est-ce que ça serait une bonne chose pour le Heat? On rappelle que Ja Morant, il est absent depuis le 15 novembre, donc ça commence ça va faire un mois lui aussi. Pareil, un peu comme Wemby, élongation au mollet, mollet droit pour le meneur des Grizzlies. Déjà, est-ce que parmi toutes les destinations qu'on a annoncées ces derniers temps pour Ja Morant, on a parlé à un moment de Minnesota par exemple, est-ce que tu trouves que Miami, ça serait une bonne option pour lui et aussi pour les Floridiens? Parce qu'il faut que ça marche dans les deux sens, cette histoire. Il faut que ça marche dans les deux sens. Et quand tu es Miami et tu es Pat Riley, tu vas regarder le dossier. Évidemment, chaque fois qu'il y a un grand joueur qui est censé d'être agent libre, Miami est dessus. Parce que Pat Riley, il attend pour vraiment aller chercher ce dernier titre, mais il sait qu'il faut un franchise player, un des meilleurs joueurs de l'NBA. Donc, quand Giannis est sur le marché, forcément, on entend des rumeurs. Est-ce que ça sera bien pour Miami? Oui, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de meneur impact, je dis, pour aller chercher un titre, pour aller jouer les 4 premiers, pour aller passer un tour en play-off, ça leur manque. Est-ce que c'est Ja Morant ou au niveau du jeu? Je vais dire oui, parce que comme Erik Spoelstra a changé le jeu, où il y a très peu de pick and roll, donc c'est du 1 contre 1, c'est du jeu de vitesse, c'est du ligne de fond, c'est le jeu de Ja Morant. C'est là qui peut être très, très bon. Et bien justement, ce jeu-là, ils l'ont essayé de le mettre la saison dernière à Memphis, et c'est là que ça a frité avec Taylor Jenkins à l'époque. Donc je sais pas, moi, justement, si au niveau du jeu, ça serait pas un peu en contradiction avec ce que fait le Heat depuis le début de la saison? Non, parce que tu peux pas mettre Ja Morant dans un carré. Il faut ouvrir le jeu. Est-ce que ça, c'est vraiment la raison ça n'allait pas avec Scott Jenkins? Je suis pas sûr. Hein. C'est ce qui se disait parmi les insiders, que justement, lui, il veut du pick and roll, il veut qu'on pose des écrans pour lui, et c'est plus le cas à Miami du tout. Dans la structure, globalement, effectivement... non, mais moi, je trouve que Ja Morant trouvait le jeu de Memphis trop constructif vis-à-vis de son jeu. Le ballon ne revenait pas comme lui voulait. Scott Jenkins voulait du cadre. C'était un ancien entraîneur qui voulait du structure. Donc Ja Morant n'avait pas assez d'indépendance, pas assez de ballon dans les moments qu'il pensait pour avoir le ballon. Donc ça je ne suis pas d'accord, parce que je trouve que Miami, c'est vraiment un jeu qui correspond aux qualités de Ja Morant. Et je pense que le public là-bas aimerait beaucoup. Parce que c'est une ville, Miami, un peu olé. C'est une ville, où ils aiment bien le spectacle. Ils viennent revoir, juste pour ça. Mais par contre, oui, il y a l'autre côté de Ja Morant qui, c'est pas Miami, c'est un franchise rigoureux. Pat Riley, il laisse pas. Il s'est embrouillé avec Jimmy Butler parce que Jimmy Butler était un peu trop indépendant. Mais là, il a rien vu avec Ja Morant. Donc, que Erik Spoelstra, il arrive à gérer sur le terrain, je crois bien. Bon, maintenant, Memphis, de l'autre côté, se disent, écoute, avec l'équipe qu'on a, on arrive à gagner. Donc, pourquoi veut-on lâcher des joueurs qui sont, qui correspondent, qui gagnent, qui jouent de la façon que Memphis aime bien jouer. Donc, je pense que c'est pour ça. C'est ça qui a freiné un petit peu, parce que Ja Morant, oui, il y a 10 jours,
était pas acceptable. Il était vraiment, il avait un bras de fer avec son coach. Que ça s'est calmé parce que Memphis gagne. Donc, mais bon, par contre, ça n'a pas empêché de voir cet idiot sur le terrain l'autre soir en civil essayer d'embrouiller. Donc, non. Il est très compliqué, ce dossier. Ouais, mais je sais pas, moi, si ça serait vraiment le bon move pour Miami, parce que là, déjà, je trouve que ça serait un aveu de faiblesse de Pat Riley d'aller chercher Ja Morant. Pourquoi ? Parce que ça fait plusieurs années qu'effectivement, dès qu'il y a une star sur le marché, Miami est dessus et Miami n'arrive pas à signer la star, que ça soit Giannis. Ils ont essayé de faire Lillard aussi, tu sais, à une époque, ils n'ont pas réussi. Finalement, il a été envoyé à Milwaukee. Là, finalement, Ja Morant, c'est un peu la star déchue, entre guillemets, un joueur de deuxième catégorie par rapport aux joueurs de ces dernières années que tu essaies de faire venir. Donc là, tu baisserais d'un niveau. Est-ce que Ja Morant et Tyler Herro, c'est vraiment compatible ? Est-ce que c'est si compatible que ça avec cette nouvelle façon de jouer de Miami, où tout le monde partage le ballon, où on porte assez peu la balle, et où finalement, c'est un jeu fait pour quand t'as pas de star. Donc je pense que ça obligerait Erik Spoelstra à changer un peu son fusil d'épaule sur ce qu'il a tenté de faire depuis le début de la saison. Et après, qu'est-ce que tu peux donner à Memphis pour les contenter ? Je me suis un peu amusé, j'ai regardé. T'es obligé d'envoyer quasiment Andrew Wiggins pour faire matcher les contrats. Ouais. Ça, c'est à peu près sûr. Et après, soit t'envoies Remi Raquez, soit Nikola Jovic. Et après, tu rajoutes peut-être un premier tour de draft. Mais en tout cas, sur les salaires, Wiggins et Jovic ou Wiggins et Raquez, ça colle avec Ja Morant. Et il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités de toute façon pour lui. Et je pense que ça peut-être avec un premier, voire 2 premiers tours de draft, je pense que Memphis n'aura pas 10 meilleures offres que ça sur le marché. Non, c'est sûr. Le puzzle, il est très difficile à mettre en place. En plus, je vous viens de citer 2 joueurs qui font des bonnes saisons. Wiggins, on n'a jamais vu aussi bon. Ça fait longtemps. Donc, il est vraiment top de top. C'est le maintenant qu'il faut l'échanger. C'est ce que ça veut dire, normalement. Non, mais... en tout cas, il est à sa cote et quasiment plus haut. C'est pareil. On était un peu déçus l'année dernière. Parce qu'il était cloué sur le banc pour raison X et Y. Mais cette année, il montre qu'il a progressé, qu'il peut être très important dans le dispositif de Miami. Donc, effectivement, ces 2 joueurs que tu dis, s'ils sont en train de nous produire du bon basket, est-ce qu'on veut les lâcher ? Mais c'est vrai que c'est le moment, si vous voulez... ils sont en haut du pyramide dans le basket de Miami. Il faut peut-être réfléchir, mais je sais pas. Défensivement, ça serait quand même compliqué. Ja Morant plus Tyler Herro sur la ligne arrière. Oui, non, mais attends. Je trouve que tu ramènes Ja Morant, tu crées peut-être des solutions en attaque, mais tu te crées des complications aussi en défense. Non, mais en toute façon, on vit dans un monde NBA offensif. Tu regardes les Lakers, c'est pareil, tu dis, mais comment ils vont faire défensivement en play-off, ils vont avoir du mal à faire, justement. Doncic, LeBron qui défend pas, tu dis, comment on va faire ? Mais c'est ce fameux carte que pratiquement tout le monde joue. Les Knicks, ils le jouent, même si de temps en temps, on a l'impression qu'ils défendent, mais c'est vrai que c'est une équipe en attaque qui met beaucoup de points. Il faut avoir de plus en plus de créateurs sur le terrain en attaque, de joueurs capables de porter le ballon et de créer du jeu. Il faut pouvoir aller chercher des paniers faciles, il faut avoir la capacité pour le jeu rapide. Le rebond devient quelque chose de très important pour relancer les contre-attaques. C'est un championnat où c'est le premier à 125 qui a une bonne chance de gagner. Donc c'est le jeu qui a choisi Miami. C'est le jeu qui a choisi beaucoup de monde. Donc, contrairement à ce que Nico Harrison a dit, peut-être défense ne gagne pas des baskets, des finales. Est-ce qu'on passerait pas à Dallas ? Oh, yeah! Dallas qui reste sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Ouais, t'as vu, là, je suis passé, allez, vas-y, est-ce qu'on ne parlerait pas un peu des Mavs ? Oui, on a envie de parler des Mavericks, parce qu'ils restent sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. On les avait un peu enterrés, les Texans. La seule défaite, d'ailleurs, sur les 5 dernières rencontres, c'est contre le Thunder. Mais bon, ça, tout le monde perd contre OKC, à part Portland une fois. 11e de l'Ouest, 9 victoires, 16 défaites. Et Derek Lively et Daniel Gafford sont toujours blessés. Et finalement, depuis qu'Anthony Davis est revenu, comme par magie,
Dallas est bien meilleur. Bah, non, c'est pas du magie. C'est pas de la magie, c'est Anthony Davis surtout. Ouais. C'est Anthony Davis, on sait parfaitement bien, il est venu pour ça, d'avoir ce genre d'impact, même si Gafford et Lively, voilà, ils étaient censés être sur le top dans la peinture. Mais Davis, voilà, depuis qu'il est revenu, et on ne sait pas combien de temps il va rester. Parce que, voilà, mais pour répondre, oui, quand il est là, il y a une structure voilà, qui va très bien. C'est une autre équipe. Là, de toute façon, c'est très simple. Dallas, c'est une équipe comme les Warriors. Tu les mets en play-off, tu les mets même en play-in, ils sont capables de retourner le truc. Donc Dallas, contrairement aux Warriors, qui sont un peu âgés, on va dire, eux, c'est tenir jusqu'au bout. Cette équipe de Dallas respire. Et si jamais Kyrie Irving revient à peu près à son top forme, cette équipe de Dallas est très, très dangereuse et peut faire quelque chose en play-off. Donc, Dallas peut largement sauver sa saison et aller jouer, tu penses, peut-être pas la qualification directe en play-off s'il y a déjà un écart, mais au moins aller chercher un play-in. À partir de maintenant, ils s'en foutent. Comment ? Est-ce qu'on va être... Est-ce qu'il faut sneaker par le backdoor, être en play-in, et puis après, est-ce qu'on peut se qualifier pour les play-offs ? Tout est possible. Je veux dire, quand tu regardes des équipes qui sont 8e, 7e, 6e, tout est abordable. Et puis, il y a assez de temps. Donc, il ne faut juste pas paniquer. Il faut soigner Anthony Davis pour qu'il soit là jusqu'à la fin de sa saison. Il faut espérer de récupérer Kyrie Irving. Et puis, voilà, si tout le monde est en bonne santé, c'est une équipe très dangereuse. Le fait déjà d'avoir fait partir enfin Nico Harrison, le GM, l'éclosion de Ryan Nembhard, tu sens que Dallas... il y a toute l'atmosphère négative qu'il y avait autour de cette équipe. En fait, elle a été évacuée avec le départ de Nico Harrison. Jason Kidd, il a enfin trouvé son meneur de jeu. Alors, pour l'instant, c'est un two-way contract, le meneur de jeu titulaire. Mais on a senti tout de suite qu'il n'aimait pas le jeu de D'Angelo Russell, qu'il n'aimait pas avoir Russell meneur. Brandon Williams... compliqué aussi. Ouais. Jaden Hardy, il n'a jamais eu non plus totalement la confiance de Jay Kidd. Un micro-ondes. Et ouais, le micro-ondes qui rend jamais le ballon. Genre, quand tu lui donnes le micro-ondes, il garde la balle. Et en fait, avec Nembhard, tu as enfin un meneur de jeu un peu plus classique, qui distribue le ballon, qui est moins offensif, qui est moins scoreur, mais qui fait tourner la boutique. Et il le faut quand tu as Cooper Flagg, quand tu as Anthony Davis, quand tu as PJ Washington. Les points, tu sais que tu vas les marquer, en fait. Oui, le gros erreur, c'était de mettre Cooper Flagg en meneur dès le début de saison. On le sait. Voilà, on l'a vu. Nembhard, c'est vrai depuis qu'il a pris ce poste de meneur, voilà, c'est solide. Voilà, il y a un basket logique tu peux en regarder et dire oui, je sais où ils veulent aller. Donc, mais bon, D'Angelo Russell n'était pas du tout la solution. Moi, je l'ai crié haut et fort. Non, là, vous allez vers leur ruine si vous vous mettez sur le terrain en tant que meneur. Mais par contre, oui, tu peux glisser en deuxième arrière. Donc, mais cette équipe de Dallas, il me plaît beaucoup. À l'origine. Quand tu regardes le roster, c'est pas si mauvais que ça quand même. T'as envie qu'une chose, c'est de voir Kyrie Irving, Davis, Cooper Flagg, voilà. Et Ryan Nembhard. Et Ryan Nembhard maintenant. Donc, Lively et Gafford. Voilà, c'est une équipe costaud. C'est une équipe costaud. Est-ce qu'il faut tout jouer sur cette saison, sachant que Dallas a son pic pour l'année prochaine et qu'ils l'auront plus sur les 2 années suivantes? Ça partira à Charlotte et à OKC. OKC a le choix de Dallas en 2028. Faut quand même se rendre compte de la folie que c'est. C'est peut-être aussi la dernière année où Dallas peut être haut à la draft avant assez longtemps quand même. Ouais, c'est le fameux scénario win now or win later. Gagner maintenant, et ça c'est gagner maintenant. C'est une fenêtre de 2 ans. De laisser Cooper Flagg progresser un peu, de prendre ses repères, de laisser Kyrie Irving revenir et puis se mettre en forme. Klay Thompson, s'il reste, il a peut-être encore une bonne saison en sortant du banc. Donc, mais la fenêtre, il est 2 ans. Il faut gagner cette année.
que je n'y crois pas, ou l'année après. Il faut mettre toutes tes billes pour essayer d'aller chercher une bague. Sinon, l'option, c'est de tout casser déjà dès cette saison et d'envoyer... Pareil, tu vois, Anthony Davis, là, on parlait alors, rien à voir, mais de Wiggins et de Raquez. Anthony Davis, s'il joue et qu'il est bon, c'est aussi le meilleur moment pour l'échanger. Mark Cuban a dit non. Donc ça, c'est le baiser de la mort, si vous voulez, le kiss of death. Non, mais je pense qu'il faut... Non, mais il faut aller au bout du projet. T'es obligé d'aller au bout de l'idée. Oui, t'as Nico Harrison, bon, même s'il a ouvert la boîte à Pandora, il faut aller jusqu'au bout dans cette histoire de dire, voilà, on a Anthony Davis, on a Klay Thompson, on a ceci, cela, Cooper Flagg. Il faut essayer de gagner avec cette équipe-là, ou cette année, ou l'année après. De toute façon, je pense que Dallas a encore un bon mois avant de se décider. Concrètement, même un peu plus, jusqu'à la trade deadline, ça sera le 5 février prochain. Si à ce moment-là, Dallas est toujours aux alentours de la 11e, 10e place, moi je pense que la question peut se poser de changer Davis, Irving, et de tanker sur la fin de la saison, d'avoir un bon pick sur la draft 2025. Enfin, c'est ça, 2025. Et après, on repart. Avec cette équipe-là, tu peux pas tanker. Sauf si tu échanges Davis. Si tu échanges Davis, on a bien vu que cette équipe valait plus grand-chose. Il ne peut pas changer Davis. Il est venu pour essayer de gagner un titre. Mark Cuban a l'air d'être d'accord avec ça, parce que voilà, il a retrouvé sa voie à l'intérieur de cette franchise. Il dit que oui, on va aller jusqu'au bout avec lui. Donc jusqu'au bout, ça veut dire, voilà, comme j'ai dit, il y a une fenêtre de 2 ans. S'il ne gagne pas d'ici 2 ans, ou cette année ou l'année après, là, ça va exploser. Ah, mais dans 2 ans, ça sera place aux jeunes. Sauf que dans 2 ans, ça sera trop tard. Tu n'auras plus tes choix de draft. Oui, mais il va falloir construire autrement. On verra ça. Si vous avez des commentaires sur ce podcast, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Chris Singleton, n'hésitez pas à le dire sur les commentaires dans la vidéo YouTube. Et puis si vous êtes sur Spotify et Apple Podcast et toutes les autres plateformes de streaming, vous pouvez pas commenter, mais au moins nous écouter, et ça c'est déjà pas mal. C'est pas mal, oui. Bonne semaine basket à toutes et à tous, et on se retrouve vendredi avec Jacques Monclar. Ciao.